Bonjour à tous, bonjour Catherine. Bonjour Pierre. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Coupe-Fil. C'est l'épisode 4 de cette nouvelle saison que nous attaquons. Coupe-Fil, donc c'est toujours cette émission dédiée à l'art et à la création, jeune création principalement, mais pas que. On vous emmène sur différents lieux pour vous faire découvrir les artistes qui font la création actuelle. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Coupe-Fil en un seul mot. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, live tweeter en direct puisque nous sommes en direct aujourd'hui. Et vous pouvez surtout nous suivre sur les box dont les numéros vont s'afficher là. SFR Box sur 178, la Free, le canal 154, Bouygues, la B-Box, canal 127 et Orange, le canal 168. Voilà. Et donc pour cette émission, Catherine, je vous laisse présenter le sommaire. Alors, pour cette émission, on va présenter différentes expositions de photos. On est plus axé sur la photo, en fait, ce mois-ci. Et puis, on va recevoir aussi, pour les Jeudis Arty, Alice Lebredonchel, qui va nous expliquer un peu la création de cette troisième édition, je crois, des Jeudis Arty. Et elle va nous donner un peu la genèse de ce qui s'est passé, pourquoi elle l'a fait, etc. Voilà. Et Alice, que nous avons là, que nous pouvons voir. Alice est là. Voilà. Bonjour Alice. Voilà, donc déjà le troisième épisode pour vous, Jeudi Arty. Oui, absolument, c'est la troisième édition, jeudi prochain. Très bien, donc nous allons effectivement revenir sur ce projet et sur les Jeudis Arty dans la deuxième partie de l'émission. Et pour la première partie, donc nous allons effectivement parler photos et actualité des expositions sur le sujet. Catherine, je vous laisse commencer. Alors, on va voir une vidéo sur Paris Magnum. Paris Magnum, la capitale par les plus grands photographes. Donc on va déjà voir une petite vidéo et ensuite on va en parler parce que c'est beau, c'est à l'Hôtel de Ville. Il ne faut pas la rater, cette exposition, elle est jusqu'au 28 mars, donc on a encore le temps. Mais c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Donc on va passer par ça. Et puis... On va laisser passer la vidéo. Voilà. Vous avez dans l'exposition à peu près 130 clichés de 1932 jusqu'à 2012. L'agence a été créée en 1947, donc juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été créée à New York, mais elle a eu tout de suite un bureau ici à Paris, avec 3 membres fondateurs qui étaient parisiens. La particularité de l'agence, c'est que c'est une coopérative, donc elle appartient aux photographes avec ce souci de la propriété intellectuelle des images par les auteurs. Ça, c'est vraiment la particularité de Magnum, qui était la première agence fondée sur ces bases-là. Alors on commence dans la partie historique avec les années 30. C'est aussi pour la photographie un peu le début du photojournalisme. Et les photographes à l'époque documentent Paris et les événements parisiens. Notamment les revendications des travailleurs avec le Front populaire, les grèves, les manifestations. Après, il y a un petit vide qui représente la Deuxième Guerre mondiale en soi, parce que les photographes étaient sur le front. Et on recommence le récit avec la libération de Paris. Après, vous allez voir les années 50, c'est-à-dire l'après-guerre, le Paris du peuple, des Parisiens, avec ce côté pittoresque qui avait Paris à l'époque. Après mai 68, les années 70, ce tiraillement entre l'établissement et les revendications politiques.
Et après, avec les années 80, on rentre dans une autre histoire photographique, avec l'arrivée de la télévision. Et donc, les photographes ne travaillent plus comme avant sur les sujets de l'actualité. On rentre aussi dans une forme de présentation différente, avec des formats beaucoup plus grands et sans passe-partout. Des photographies beaucoup plus pictorales, moins documentaires. Ce qui se passe, c'est que dans Magnum, il y a des gens qui sont très photojournalistes. Moi, par exemple, je ne le suis pas du tout. J'ai jamais photographié une manif, ni fait une guerre, ni rien du tout. Donc, heureusement, il y a toute cette différence de photographes. Certains photographes qui font que leur travail personnel, et des autres qui quand même couvrent des événements politiques importantes. Après la guerre, tout le monde faisait ça. Tout le monde était dans la rue, essayait de suivre, ainsi de suite. C'est moins le cas maintenant. L'époque est différente aussi, et l'intérêt des photographes est différent aussi. Et puis la presse devient beaucoup moins importante. Dans l'exposition, nous avons 30 photographes. Nous voulions quand même donner un choix très large de regard sur cette ville. Bien sûr, c'est aussi les époques qui demandent certains photographes. Comme par exemple pour mai 68, nous avons carrément fait un choix très large pour un photographe. Bruno Barbet était le photographe qui a le plus couvert le mai 68. Il était un peu évident qu'il soit mis en avant. Alors voilà, ça c'est la présentation faite par la commissaire de l'exposition. Très très belle exposition d'ailleurs. Belle, complète, qui fait appel à plein... Il y a plein d'émotions qui ressortent en fait de ça. Parce qu'il y a une telle évolution en fait, et on est proche, on se sent proche de la vie donc parisienne, oui voilà, il y a eu les années noires, il y a eu l'évolution, on parle de l'abbé Pierre, on parle de Pompidou, il y a eu plein de choses. En fait, ça mélange pas, mais il y a des cycles comme ça, et qui sont intéressantes à même redécouvrir, ou si on a oublié, ou à découvrir si on ne connaît pas. Exactement, et sans compter, ce que disait la commissaire d'exposition, c'est qu'effectivement Magnum fait partie de ces grosses agences avec les noms de photographes très connus. On a pu en voir certains, Raymond Depardon, notamment. Henri Cartier-Bresson aussi au départ. Ouais. Capa, Robert Capa aussi. Tout à fait. Et donc tous ces photographes ont eu à cœur effectivement de présenter, de rendre compte en fait d'une époque. De leur époque, et voilà, donc en fait c'est quand même au-delà de voir que Paris sous l'aspect habituel architectural avec les beaux monuments, tout ça, là vraiment on rentre dans tout ce qui est c'est dans les moments forts, émotions, et c'est vraiment bien. Il y a aussi des vidéos qui sont très belles. Moi j'aime bien le jazz, et en fait il y a des projections où là il y a Michel Petrucciani entre autres, Miles Davis. C'est vraiment intéressant, c'est une jolie projection là de tout ce qui est univers du jazz. Ça m'a bien marqué. Ça t'a marqué. Ouais. Mais effectivement, c'est une très très belle exposition que l'Hôtel de Ville a montée. Effectivement, l'Hôtel de Ville fait quand même de plus en plus de belles expos. De belles et grandes expositions, oui, c'est vrai. Et grandes expos. Alors là, on a vu beaucoup de photos noir et blanc, puisque c'était l'époque aussi qui voulait ça, avant la Seconde Guerre mondiale. On a aussi toute la dernière partie de l'exposition qui est consacrée aux nouveaux photographes de l'agence, puisque effectivement c'est une agence qui se renouvelle régulièrement avec des membres qui, comme ça fonctionne encore en coopérative, les photographes sont tous membres de l'agence. Donc qui sont plus impliqués en fait. Plus impliqués, voilà. Ouais, tout à fait. Ce qui fait qu'il y a par exemple Martin Parr, célèbre photographe anglais, qui a eu l'habitude de faire des séries de photos qui sont rarement tendres avec les contemporains. Et là, qui a fait toute une série de photos, des commandes, notamment passées par la ville de Paris sur des quartiers de Paris.
notamment Barbès. Voilà, donc on redécouvre des quartiers comme ça, très colorés, avec effectivement les photos de Martin Parr qui sont déjà en elles-mêmes très très hautes en couleurs. Non, vraiment, il ne faut pas le rater. Et c'est jusqu'au 28 mars. Donc ça laisse un peu de temps. Ça laisse du temps. C'est à l'Hôtel de Ville. Il faudra certainement s'armer de patience à un moment, puisque les expositions de l'Hôtel de Ville rencontrent quand même un certain succès. Je pense que l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, oui, c'est à l'Hôtel de Ville, ça dépend de Paris. L'entrée est gratuite, oui, bien sûr. Oui. Donc entrée gratuite et ça laisse le temps peut-être de l'avoir 2 fois si on n'a pas le temps, de s'imprégner et tout, ça peut être intéressant aussi. Oui, parce qu'elle est assez dense quand même. Ouais, tout à fait. Voilà, et puis effectivement le temps de regarder les vidéos, de s'imprégner de cette ambiance jazz. C'est exact. Mais pas que l'ambiance jazz. Mais pas que. Donc allez-y, Hôtel de Ville, c'est central et c'est gratuit jusqu'au 28 mars. Mais autour de cette exposition, il y a une grosse actualité photo. Ailleurs, dans Paris toujours. Oui, tout à fait. Pas mal de choses qui se font, et notamment, je voulais parler d'un festival assez intéressant. Au 104, je crois. Voilà, qui se trouve au 104. Alors, on va vous montrer le site internet de ce festival. Alors, ça c'est Jean-Philippe Charbonnier. Ça c'est l'œil de Paris, on va en parler juste après. Voilà, donc Festival Circulation. Alors, Circulation se tient au 104 jusqu'au 8 mars. Donc ça vous laisse tout le mois de février pour aller découvrir. C'est la jeune scène photographique européenne. Donc il y a plusieurs photographes qui sont présentés avec des séries. Et voilà, donc le 104 qui se trouve dans le 19e, dans les anciens entrepôts, c'était les pompes funèbres. C'était les pompes funèbres, voilà. C'était les pompes funèbres, le 104. Et ce festival a le mérite de présenter cette jeune création en photographie et surtout rencontre régulièrement des difficultés financières pour être monté. Donc on salue ici le fait que le festival a pu avoir lieu encore cette année. Le festival commence un peu à s'appuyer maintenant sur un réseau aussi qui se développe européen d'autres structures. Notamment cette année, il y a le Centre Wallonie-Bruxelles. Là, il y a une expo qui vient de démarrer là. Je sais pas, j'ai pas trop de renseignements, mais le Centre Wallonie-Bruxelles, c'est un lieu où il se passe énormément de choses. Voilà. Donc aussi bien au niveau photo, au niveau spectacle aussi. Parce que il se trouve en face du Centre Pompidou. Du Centre Pompidou, mais ils ont aussi une bibliothèque, enfin une librairie qui est rue Quincampoix et un théâtre aussi rue Quincampoix et une salle de projection. Et c'est vraiment un lieu très 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 agréable. Voilà. Donc ça, c'est le Centre Wallonie-Bruxelles. On revient maintenant au 104. Revenons au 104. Et le 104, effectivement, présente donc une vingtaine de photographes. Et voilà, notamment un, moi, qui m'a marqué, c'est un photographe espagnol, Dioniso González, qui a fait tout un travail. Alors, c'est assez amusant. Il a photographié Venise. Alors, en soi... voilà. Sous la neige, Venise sous la neige ou Absolument pas. Non, Venise, mais en partant des projets architecturaux qui n'ont jamais vu le jour. Et notamment des grands architectes. Voilà, on voit les séries, alors c'est des vues panoramiques. Ouais. Et ce sont des projets architecturaux qui ont été pensés à l'époque, alors par exemple par Le Corbusier, qui avait des projets à Venise. C'est des choses qui ne se sont jamais faites. Et Dioniso González a décidé de photographier l'emplacement qui avait été prévu pour le bâtiment, et de faire de l'intégration à partir des plans qui sont existants. C'est intéressant, oui. De faire de l'image de synthèse et de montrer un peu ce qu'aurait donné Venise avec des projets faits par Le Corbusier notamment. Est-ce que ça aurait été... Est-ce que ça aurait pas dénaturé un peu tout ça? Ça aurait un peu dénaturé, probablement, mais voilà, donc ça donne vie à des projets qui ont été abandonnés pour préserver
l'aspect ancien de la Sérénissime. Oui, tout à fait, c'est bien. C'est plus mal. Donc voici, et il y a plein de choses à découvrir, c'est plutôt agréable. Le 104 est un lieu, comme le Centre Wallonie-Bruxelles, plein de vie, avec effectivement des salles de spectacle, pas mal d'ateliers aussi de danse. Très danse urbaine et tout, oui, c'est bien. Voilà. Ça bouge tout le temps. En fait, très impliqué dans le quartier, dans ce 19e arrondissement. Voilà. Et c'est jusqu'à quand ? Alors c'est jusqu'au 8 mars. Donc ça laisse du temps aussi pour aller découvrir, ça laisse tout le mois de février, pour aller découvrir ce qui se fait en photographie en Europe en ce moment. Et donc ça permet aussi de soutenir cette association qui s'appelle FETAR, qui monte ce festival Circulation tous les ans et qui rencontre des difficultés régulièrement pour monter effectivement ce projet. Et puis une autre expo qui est très belle, moi j'ai trouvé, ça s'appelle l'Œil de Paris. Donc l'Œil de Paris, ça se situe, vous pouvez aller la voir, dans la galerie du Crédit Municipal. Crédit Municipal qui est rue des Francs-Bourgeois, qu'on appelle aussi chez ma tante, mais ça existe depuis tellement longtemps. Les gens allaient déposer, ou vont encore déposer des bijoux pour récupérer de l'argent et ensuite peuvent les récupérer en redonnant, etc. Donc en dehors de ça, ils ont donc c'est pas une galerie, parce que j'ai eu la directrice de com qui dit non, c'est pas une galerie, on a une salle d'exposition là qui est réservée de temps en temps, enfin de plus en plus pour des belles expos. Donc là, l'Œil de Paris, ça concerne Jean-Philippe Charbonnier, qui est un photographe qui est pas très connu du grand public et qui est né en 21 et décédé en 2004. Donc il est quand même c'est quand même assez récent. Et c'est un témoignage sur tout ce qui est après-guerre. Donc il y a un parcours chronologique et donc c'est des tranches de vie. Moi j'ai trouvé ça touchant. On se remet à par exemple dans les années 60, 70 et tout. On voit l'évolution. Il est plein d'humour. C'était un photographe plein d'humour et il disait d'ailleurs j'adore l'absurde génial et la drôlerie improbable. Moi j'ai trouvé ça très joli. Et donc il y a des petites il y a des petits encarts avec les photos. J'ai trouvé ça frais, agréable. C'est pas du douaneau, c'est autre chose. On est dans la même veine, mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc c'est du noir et blanc. On peut voir Gréco par exemple avec Miles Davis. Donc ça c'est mythique. Là on voit une photo. Ah oui, cette célèbre photo. J'ai adoré. Oui, c'est. On l'a vue et revue cette photo en fait. Elle est vraiment célèbre, mais sans savoir que c'était Jean-Philippe Charbonnier. En fait. Oui, absolument, c'est vrai. C'est doit être Breakfast at Tiffany, non ? Ça ressemble un peu. Bien, il y a un côté. Peut-être bien. Oui, tout à fait. Voilà, on reconnaît en tout cas la place Vendôme. Tout à avec fait. La colonne. Voilà. Donc il y a une Marisa Berenson, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une actrice, elle a des barésies magnifiques, on voit que ça, superbe. En fait, c'est ludique, moi j'ai trouvé ça vraiment agréable. Ouais, jolie exposition. Le lieu, le Crédit Municipal, rue des Francs-Bourgeois. C'est un très très bel hôtel particulier. On passe dans la cour qui est aussi très belle et on arrive dans une galerie. Donc c'est 3 € l'entrée. Donc ils regrettent un peu de faire payer, mais en même temps, c'est bon. Ils ont besoin de ça pour faire tourner la galerie. Et alors, je vous avoue que je n'ai pas fait l'expo. Oui. Je n'ai pas eu le temps encore. C'est une grande exposition, l'espace L'espace n'est pas très très grand, non, mais il y a quand même de quoi passer une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à prendre le temps et tout, c'est bien. En plus, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde parce que les gens ne connaissent pas encore assez suffisamment le lieu. C'est vrai que le Crédit Municipal, c'est plutôt rattaché, c'est le Mont-de-Piété. C'est le Mont-de-Piété. Donc effectivement, c'est plutôt rattaché à des transactions financières. On y va plutôt en cas de problème financier. Ou en cas d'achat, puisqu'il y a des ventes aussi qui sont au Crédit Municipal. Absolument. Mais c'est vrai que là, ça donne un petit côté... ils aèrent un peu le lieu, quoi, avec ces expositions, je trouve. Et alors, cette exposition est faite en partenariat avec le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Tout à fait. Donc, ce qui apporte aussi un gage de rigueur scientifique, puisque ça permet quand même de... oui, c'est bien carré et on a bien l'ordre chronologique des photos, la façon dont lui il a évolué par rapport à ça. Non, c'est bien, c'est vraiment... moi, je vous la conseille. Alors, il reste peu de temps puisque ça se termine samedi 14 février.
Donc on a encore un tout petit peu de temps. Donc si vous allez faire des courses, il y a pas mal de gens qui vont du côté de la rue des Francs-Bourgeois pour faire les courses, c'est la fin des soldes, etc. Vous pouvez aussi faire une pause et aller vous rincer l'œil à l'œil de Paris. Voilà, je vous la conseille. Alors on peut aussi vous faire un parcours dans Paris, dans ces cas-là, avec vous arrêtez à Hôtel de Ville, vous faites l'exposition Paris Magnum à l'Hôtel de Ville. Vous passez au PHV, vous faites le tour dans le quartier et vous enchaînez et vous allez avec le crédit municipal. Exactement. On peut faire ça. Il ne faut pas oublier quand même d'aller au 104, c'est un peu plus loin, mais voilà, ça fera une petite détour. C'est bien, un petit détour. Voilà, il y a d'autres expositions aussi, cette fois-ci en galerie. Vous êtes allé voir. Ah oui, alors moi je suis allée voir, alors mais j'ai pas d'infos, juste le flyer, je ne sais pas si on le voit, je ne sais pas comment le faire voir, il est là, voilà. Là, il est travers, ça va pas du tout. Voilà. Donc, alors, ça s'appelle Guerre et beauté. Donc, là aussi, c'est une photo journaliste qui expose à la MM Galerie. MM Galerie, c'est la galerie de Martine Ménard, qui est plasticienne, céramiste, qui s'est associée pour faire différentes expositions dans son atelier, avec Emmanuel Pierre, qui est lui architecte. Voilà. Donc ils se sont réunis et c'est vrai qu'ils accueillent des connaissances et amis aussi bien au niveau peinture qu'au niveau photo. Donc là c'est de la photo. Donc la photographe c'est Françoise Spiekermeyer qui est photographe reporter mais et journaliste qui a couvert le Kosovo, l'Afghanistan, la deuxième guerre de Tchétchénie. Je vous dis entre 99 et 2003. Je vous dis ça parce qu'elle a voulu, en rentrant de Tchétchénie, prendre de l'air et aller voir un peu dans tous les continents ce qui restait au niveau de la beauté, ce que les gens dégageaient. Elle avait envie c'était comme une thérapie, voilà. Et elle est partie, elle s'est documentée, elle a rencontré des ethnies, etc. Et elle est partie en Afrique, elle est partie en Éthiopie. Elle a rencontré beaucoup de gens étonnants de ces tribus. Et elle leur a demandé ce que c'était pour eux la beauté. Et donc, elle a fait des photos qui sont très sensibles et qui peuvent pas laisser indifférentes. Et elle, oui, voilà, c'est ce qu'elle m'a expliqué. C'était comme une thérapie pour elle de sortir un peu de ces guerres et de ce malaise et ce malheur. Voilà. D'avoir un besoin d'un peu de légèreté. Un peu de légèreté. C'est la première fois qu'elle présente son travail ? C'est la première fois qu'elle présente ce travail-là, oui, tout à fait. Et elle fait ça, donc elle les a faites en 2009, mais elle a mis du temps à les exposer, parce que là, ça vient d'être exposé maintenant. Ah oui, toute la série date de 2009. Voilà, tout à fait, ouais. Du coup, elle a collaboré aussi avec les Nouveaux Explorateurs sur Canal+. C'est une émission où elle collabore, elle va partout en fait. Elle bouge beaucoup, c'est quelqu'un de très intéressant. Et elle en profite pour photographier. Faire la photo, Tout à fait. Donc là, c'est ça a commencé le 29 janvier. Je dis pas de bêtises, ça a commencé le 20 janvier, ça se termine le 20 février. Donc la MM Galerie, c'est rue des Blancs-Manteaux, 36 rue des Blancs-Manteaux. Donc on reste toujours dans ce quartier, on va pas se perdre. On ne va pas se perdre, on peut faire des pauses comme ça. Donc 36 rue des Blancs-Manteaux, la MM Galerie. Et pour continuer sur cette partie galerie, alors malheureusement, pas de photos, rien pour cette galerie, mais c'est la galerie Marianne Goodman qui présente une exposition d'une photographe nordique qui s'appelle Reneke Dijkstra. Alors ça s'écrit absolument pas comme ça se prononce. Et qui est connue pour avoir fait des séries, qui peuvent se rapprocher de la beauté, mais des séries typologiques un peu, notamment d'adolescents. D'adolescents suédois. Et là, pour la première fois, elle présente un film, donc une vidéo où elle a suivi une adolescente. Et donc là, on arrive un peu plus... le film est très beau et donne un peu vie à ces photos.
On a l'impression effectivement là pour le coup d'avoir mis en mouvement les photographies très frontales de cet artiste Ray Dykstra. C'est chez Marianne Goodman et c'est jusqu'à la fin février aussi. Très bien, ça c'est une... Et elle est où cette galerie? Alors Marianne Goodman, c'est rue du Temple. Voilà. Allez. Donc c'est pratique puisque voilà, là encore, toujours dans le même périmètre. Mais ce qui vous permet effectivement, en plus du shopping, si vous avez encore la force, après toutes ces expositions, il y a évidemment plein d'autres galeries à faire dans ce quartier. Et, il faut suivre les programmations. Qui sont plutôt bien faites. Voilà, sur Internet, vous pouvez trouver des parcours complets sur... Oui, et puis il se passe toujours quelque chose. Et c'est vrai que même en se promenant simplement, Voilà. on peut passer devant une galerie et se dire « Ah, il se passe quelque chose, je vais aller voir. Voilà. » Après, il faut pouvoir avoir osé y rentrer. Et tout ça, on va voir ça après pour comment Voilà. découvrir un peu ces galeries avec les jeudis arty dont on va parler dans peu de temps. Juste après le générique, et on va passer la deuxième partie de l'émission Voilà. avec les jeudis arty. Et nous voici dans la deuxième partie de l'émission. Et voilà, Voilà. on Donc, est toujours là. Eh bien, nous allons recevoir Alice Lebredonchel. Bonjour. Alice, bonjour. Alice, bonjour. Vous nous voyez? On vous voit aussi. On vous voit Parfait. bien. Oui, tu le vois. Alors, Alice, vous êtes la fondatrice de ce qu'on appelle les jeudis arty. Absolument. C'est une association que j'ai créée il y a plus d'1 an maintenant. Et jeudi prochain, c'est notre 3e édition, le 5 février. Alors, elle est partie d'où l'idée au départ? Qu'est-ce qui vous a donné envie? L'idée, elle est partie d'un séjour à Londres où j'ai assisté à un événement assez similaire qui s'appelle les First Thursdays, qui sont organisés par la Whitechapel Gallery, donc qui se passe dans une centaine de galeries dans le quartier de l'East End à Londres. Et en fait, j'ai été vraiment charmée par la dynamique qu'il pouvait y avoir dans ces événements. Il y avait des DJ, il y avait des vernissages, des artistes qui étaient présents. Et c'est vrai que la facilité d'accès et le côté hyper convivial de la manifestation m'a vraiment plu. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose comme ça à Paris. Ça a mis du temps. Comment vous y êtes pris pour mettre tout ça en place? Ça n'a pas pris beaucoup de temps en fait. Le projet, il a mûri dans ma tête et c'est vrai qu'on a créé l'association il y a 1 an et on a une première manifestation il y a 6 mois, donc c'est très rapide. En fait, il faut beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie et beaucoup de bonne volonté pour monter ce genre de projet. Mais j'ai la chance d'être entourée par une quinzaine de bénévoles et par une petite équipe très motivée qui m'aide beaucoup dans ce projet. Et puis, bien sûr, tout ça se ferait pas sans le support des galeries et leur enthousiasme aussi à monter ce genre de projet. Alors justement, vous parlez des galeries. Comment se fait le choix de ces galeries pour justement intégrer les jeudis arty? Enfin, comment se passe? Alors, est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que c'est ouvert aux bonnes volontés? Comment ça se passe? Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Effectivement, vu l'objectif du projet qui est d'ouvrir les portes des galeries à un public renouvelé, un public parfois assez novice, on s'attache vraiment à choisir des galeries qui vont avoir un accueil et une démarche pédagogique envers le public qu'ils vont recevoir spécifique. Donc, il y a une question de ressenti en fait et vraiment d'accueil qu'on peut avoir dans une galerie. Parce qu'on ne fera pas la démarche d'inclure dans notre programme une galerie qui ne serait pas engagée dans le projet et qui ne serait pas motivée par les objectifs de ce qu'on essaye de faire. Après, il y a une question géographique, parce qu'on est uniquement dans le Marais. On reste complètement dans le Marais. Il va falloir qu'on s'ouvre sur... Voilà. Et le choix, c'est parce qu'il y a beaucoup de galeries, c'est que de l'art contemporain, parce que ça aurait pu être aussi du côté de Drou, où il y a beaucoup de galeries. Donc vous, c'est vraiment spécialisé dans ce domaine? En fait, on a choisi ce quartier parce que il y a une vraie dynamique et il y a une vraie effervescence autour de l'art contemporain. Et les galeristes qui sont dans ce quartier sont généralement c'est des jeunes galeries qui sont hyper dynamiques, qui veulent vraiment faire des choses. Donc, en fait, pour les avoir rencontrés dès le début, le choix s'est fait assez naturellement, en fait.
D'accord. Vous êtes aidé, derrière il y a des sponsors, il y a des gens qui vous aident, je pense que la mairie du 3e, non, comment ça se... Oui, on a un soutien logistique de la mairie du 3e, on a également obtenu une subvention de la mairie de Paris l'année dernière. On a pas mal de partenaires qui nous soutiennent en termes de médias, et puis comme je vous le disais, les bénévoles au quotidien. Donc comment ça se déroule un parcours? Parce que je crois que vous vendez, enfin il y a des parcours qu'on peut acheter, enfin on peut expliquez-nous. Voilà, ça va être plus simple parce que là je m'embrouille. Allez-y. En fait, il y a deux façons de vivre les Jeudis Arty jeudi prochain. La première, c'est de façon totalement gratuite. Donc en fait, vous téléchargez notre programme sur notre site internet, ou alors vous le trouvez en galerie dans toutes les galeries participantes. Donc ça, voilà, vous concevez votre programme parmi les 40 galeries participantes, vous regardez un petit peu ce qui se passe, etc. Vous vous baladez au gré de vos envies. Et puis la deuxième solution, c'est si vous avez envie d'un accompagnement, de certaines clés de lecture sur l'art contemporain, vous pouvez réserver une visite guidée. Donc il faut se dépêcher parce que en fait il ne reste plus beaucoup. Donc il y a des visites d'1 heure ou d'1h30 sur des thèmes hyper différents, que ce soit vraiment une initiation à l'art contemporain ou dans le domaine de la photographie, dans le domaine du design. On a vraiment essayé de faire de façon transversale tous les thèmes et tous les médias de l'art contemporain qui peuvent être représentés dans les galeries qu'on propose. Donc voilà, il n'y a plus qu'à choisir. Et alors, vous parlez du Marais. Ça concerne quel secteur du Marais? Parce que alors maintenant, on a, en plus du Marais, on a le Haut-Marais. Tout à fait, ouais. Oui, quelles sont les galeries, par exemple, qui... En fait, ça s'étend. On a un petit plan sur notre programme. En gros, ça s'étend de la galerie Maria Lund et Jay the Ribbon qui sont en bas de la rue de Turenne jusqu'au Haut-Marais et la rue Notre-Dame de Nazareth, donc pas très loin de République. Et ça va jusqu'à la rue Chapon, je crois, au bout de la rue Chapon aussi, il y a des galeries. Ouais. La rue Chapon, c'est vers la rue... je vais y arriver. La rue Chapon. La rue Saint-Martin est près du Centre Pompidou. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Oui, effectivement, je vois aussi la galerie Anne Barrault et Polaris qui participent. Oui, là, on a juste un petit aperçu. Il n'y a que... Donc, vous dites qu'il y a 40 galeries là, pour la prochaine... Tout à fait, ouais. Comme l'édition précédente, on en a conservé une quarantaine. C'est un vrai choix, en fait, parce qu'on n'a pas envie de grossir trop vite et on veut vraiment offrir une expérience qualitative à la fois du côté de la galerie et à la fois du côté du public. Donc, voilà, on maîtrise un petit peu la façon dont on grossit, mais c'est vrai qu'on est quand même très sollicité par des galeries qui souhaitent participer, donc il faut qu'on réfléchisse un peu à comment on va se développer dans les mois qui viennent. Et alors, ce sont les galeries participantes qui proposent, je sais pas, des performances, les événements liés au Jeudi Arty, ou c'est vous qui leur proposez? C'est un peu en partenariat en fait, parce que effectivement toutes les galeries présentent en fait l'exposition qu'elles exposent en ce moment, et l'idée c'est d'organiser quelque chose de spécifique pour les Jeudis Arty. Donc ça peut être un vernissage, un petit concert, ça peut être la présence d'un artiste. Enfin, c'est des choses assez simples en fait, et c'est vrai que dans le futur, ce qu'on aimerait bien, c'est développer un petit peu tout ce qui est performance de spectacle vivant, donc que ce soit de la musique, du théâtre, enfin voilà, toujours en faisant sens évidemment avec la programmation de la galerie et en bonne intelligence avec la programmation, mais c'est vrai que je pense que ça apporterait un petit côté encore plus convivial et peut-être un petit peu plus accessible de mélanger ces différentes formes d'art le temps d'une soirée en fait. D'accord. Et alors, quel est le public que vous avez réussi à toucher sur les 2 premières éditions? Alors ça, les personnes qui en parlent le mieux, c'est les galeristes. Et en fait, j'ai été assez surprise de voir que dès la 2e édition, il y avait un vrai brassage de population. Il y a notamment Bernard Zurcher qui a répondu à une interview il y a quelques jours sur le projet et voilà, qui fait le constat que une soirée des Jeudis Arty, c'est à la fois des jeunes étudiants, des artistes, des connaisseurs et des collectionneurs. Donc ça peut pas être plus diversifié en fait. Ah oui, en effet.
Ça brasse beaucoup de monde, c'est vrai. Ouais, ça brasse beaucoup de monde, mais moi, c'est vraiment l'idée de la manifestation que j'en ai eue dès le début, c'est que on veut pas faire quelque chose d'élitiste, on veut pas faire quelque chose non plus de trop grand public. Donc c'est vrai, ça se situe vraiment au milieu du gué comme quelque chose de convivial dont les gens doivent s'emparer et vraiment en faire leur propre soirée, parce qu'il y a 1001 façons de vivre une soirée des Jeudis Arty. Il y a, aller voir que 2-3 galeries, faire le maximum de galeries possible, faire que des vernissages, faire une visite guidée. Enfin, c'est vraiment tout ça, ça répond à plein d'attentes différentes. Donc, voilà. Alors là, on voit la programmation, par exemple, de... Absolument, ouais, c'est notre programme, ouais. Voilà, que l'on peut télécharger sur le site. Il y a un téléchargement gratuitement sur notre site internet. Et l'adresse du site ? Alors, c'est www.lesjeudis, donc avec un S, arty.net. Très bien. Alors... Moi, j'avais une autre question, mais c'est peut-être parce que, à force de baigner dans le milieu, je suis un petit peu déformé. Quelle est la plus-value, ce que vous apportez en plus d'un vernissage classique, puisque en soi, les galeries sont ouvertes à tous, en théorie. Je dis bien en théorie, parce que c'est vrai qu'il faut quand même réussir à passer. En théorie, c'est pas si aisé que ça. Voilà, et les vernissages existent déjà, puisque on reçoit des cartons d'invitation de vernissage tous les mois ou les mois et demi selon la galerie, l'importance de la galerie. Justement, quel est l'objectif de vouloir faire ça sur un jeudi, par exemple? Mais ça, c'est le jeudi, effectivement, traditionnellement, souvent... soir de vernissage pour les galeries. Qu'est-ce que vous pensez apporter aux galeries et justement à ce public qui vient au Jeudi Arty? Pour les galeries, c'est l'idée de créer un événement fédérateur, en fait. C'est de rassembler une quarantaine de galeries qui vont toutes le même soir ouvrir jusqu'à 22h. Et c'est vrai que quand on a monté le projet et encore maintenant, on se rend compte qu'elles ont énormément de mal à travailler ensemble. Et malheureusement, c'est très compliqué pour elles de se dire, d'accord, ce jour-là, on fait quelque chose tous ensemble. Donc rien que ça, en fait, rien que le fait d'imposer une date et de dire 3 fois par an, il y aura quelque chose qui va se passer dans le Marais et on va tous le faire ensemble, c'est déjà quelque chose qui est très difficile pour elles. Donc du point de vue des galeries, je pense que ça peut être ça. Puis c'est le fait, d'amener un nouveau public qui va être intéressé par entrer dans une galerie et qui l'a pas forcément fait auparavant. Donc ça, c'est un retour qu'on a très souvent des galeries. C'est vraiment l'apport d'un nouveau public. Pour le public en lui-même, pour nos visiteurs, les Jeudis Arty, c'est une façon conviviale et décomplexée, si je puis dire, de découvrir l'art contemporain. Donc l'idée, c'est de pousser la porte d'une galerie, qu'on n'aurait justement pas forcément l'envie ni la motivation pour le faire un soir typique de vernissage, parce qu'on va se dire qu'est-ce qu'on va penser de moi? On sait très bien que j'achèterai pas aujourd'hui. Donc c'est aller au-delà des a priori, c'est ça? Au-delà des a priori, c'est intéressant, ça. C'est une manifestation qui brasse énormément de gens. C'est ce qu'il faut faire. C'est bien de démocratiser ça et que les gens n'aient plus peur de pousser une porte et puis de rentrer. Ouais. Bon, quelquefois c'est pas facile. L'accueil est différent, mais là c'est bien parce que tout le monde se fédère. L'accueil peut être un peu glacial. On est tous d'accord. Mais là, en fait, le but c'est justement ça. Alors moi, je vois qu'il y a des visites guidées, c'est ça? 90 minutes pour comprendre l'art contemporain, média médium. Expliquez-nous un petit peu. Et alors, il y a surtout les tarifs. Alors, il y a deux... Oui, non, mais c'est intéressant parce que vous parliez justement effectivement de l'aspect gratuit pour... si on décidait de visiter comme on veut, mais on peut effectivement prendre aussi... Alors, il y a 2 packs, Arty Mini et Arty Maxi. Il y a 2 formules, effectivement. Il y a une première formule qui est à 13 €, donc, où vous pouvez faire une visite guidée d'1 heure avec l'une de nos médiatrices. Et donc, il y a 2 parcours. D'ailleurs, je crois que le premier, donc, qui s'appelle 60 minutes pour comprendre l'art contemporain, est complet. Par contre, il reste des places pour le second parcours qui s'appelle le design dans tous ses états. Donc, qui va être... On l'a pas ça sur votre... On ne l'avait pas, c'est pour ça. On avait 90 minutes, c'est ça, pour comprendre l'art contemporain. Voilà, et média médium, c'est quoi? C'est ça? Média médium.
Média Médium, ça va être une découverte de 3 galeries avec des expositions qui explorent des médias un petit peu surprenants de l'art contemporain, notamment. C'est une visite qui va passer par la galerie Vincent Sator, où en ce moment il y a une exposition avec des broderies très fines. Enfin voilà, un média qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en art contemporain. Et en fait, l'idée c'est d'explorer à la fois des expositions qui vont présenter des choses très différentes et comment tout ça se connecte et ça fait partie d'un même courant. Très bien. Et alors, je crois que pour en avoir vu dans les rues de Paris, il y a des goodies, non? C'est ça. Vous aviez créé des sacs, non? Il me semble. Alors, tout à fait. En fait, quand une personne achète une visite d'1h30, elle reçoit en cadeau un petit tote bag qui est différent à chaque édition des Jeudis Arty, qui est créé par notre graphiste. Et l'idée, c'est d'avoir plein de cadeaux et de goodies, de bons de réduction de nos partenaires. Donc, par exemple, dans cette édition, il y aura un numéro du Journal des Arts, un numéro de Expo in the City, un petit cadeau de chez Aesop. Enfin, voilà, c'est plein de petits cadeaux en plus qui créent toute une expérience de soirée et à chaque fois on sélectionne des partenaires qui sont cohérents avec la manifestation qu'on souhaite réaliser. Et puis à la fin, je crois que pour la clôture, à la fin de la soirée se passe au carreau du Temple. Absolument. Absolument, en fait, on fait une soirée de clôture à partir de 21h au bar qui s'appelle le Jules, donc au carreau du Temple. Ouais, c'est un lieu vraiment splendide. Donc, on aura 3 DJ qui seront là, qui mettront un petit peu de musique. Et donc, l'idée, c'est une fois que chacun aura fait son parcours ou sa visite guidée, nous rejoignent dans ce lieu et viennent boire un verre et échanger sur ces découvertes pour continuer la soirée de façon conviviale, comme on le veut, en fait, pendant tout cet événement. Et alors ça, c'est ouvert à tous aussi? Absolument, d'accord. Ouais. Il n'y a pas Radio Simone qui est... Elle mixait à la précédente édition, mais ce sont toujours nos copines et elles seront là quand même. D'accord, ok. Toi, c'est vraiment des gens de la rue de Turenne, tout ça. Oui, voilà. Alors on travaille tous ensemble, hein. C'est l'idée. Tout à fait. En tout cas, c'est une super initiative. Ah, génial. J'espère vous voir jeudi en tout cas. Ah ben bien sûr. Enfin, pour ma part. Pour ma part, oui, avec plaisir. Oui, avec Pierre, plaisir. on va se rejoindre là-bas. On va se rejoindre là-bas. Voilà. On va aller se trémousser au Jules. On est jusqu'au aller petit voir matin. des galeries quand même. Oh, ça serait bien aussi d'aller. Ah oui, dans les galeries aussi. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, Alice. Merci pour votre invitation. Merci, et puis donc à jeudi. À jeudi. Très bien. On rappelle peut-être les horaires. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 18h. De 18h jusqu'à 22h. Et les galeries sont ouvertes jusqu'à 22h. Voilà, très bien. Voilà, donc au choix, soit un parcours libre, gratuit, vous le faites comme vous le sentez, soit effectivement un accompagnement qui est toujours bienvenu, avec des médiateurs qui sont... Dernière question, excusez-nous, on vous lâche plus. Ce sont des médiateurs qui sont spécialisés en art contemporain? Absolument, ouais. On travaille notamment avec Anaïs Montevecchi qui a fondé les Galeries pour tous, qui est une structure qui est spécialisée dans les visites de galeries, qui fait des visites de galeries tous les samedis après-midi. Et on s'est entouré vraiment de personnes ultra compétentes et ultra spécialisées dans ce domaine. D'accord, très bien. Donc, en plus, avec... C'est très bien. De bonnes mains. Voilà, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, nous allons vers la fin de cette émission. On va donc finir avec un petit parcours des expositions, encore en galerie, mais cette fois-ci, on lâche... On lâche la photo. On lâche la photo et on passe à des supports, d'autres médiums. À tout de suite, après le jingle. Et donc nous allons rester dans le Marais. Oui, je crois que c'est une émission, en plus d'être spéciale photo, c'est spécial Marais. Spécial Marais. Voire même spécial rue de Turenne, puisque là, on retourne rue de Turenne
au 556 rue de Turenne. 76. Au 76, ouf, j'étais un peu haut. Pour parler d'une exposition à la galerie Perrotin. Alors, je souris déjà parce que je crois qu'avec Catherine, nous ne sommes pas c'est une superbe, une superbe exposition. Superbe exposition. Voilà. Consacrée à Jésus Raphaël Soto. Soto qui est un artiste. Moi, je me suis pas spécialisée, je vous laisse faire. Voilà, qui est un spécialiste de l'art, enfin qui est un artiste d'art cinétique. Et là, il faut saluer pour une fois le travail de Perrotin. Enfin, je dis pour une fois parce que il commence à en faire de plus en plus. C'est vraiment une exposition de qualité muséale. Je crois qu'il y a une soixantaine d'œuvres. Tout à fait, et c'est réparti alors pour la première fois entre Paris et New York. Perrotin a investi ces deux espaces, son espace parisien et son espace new-yorkais. Donc là, on voit effectivement l'accrochage des expositions. Donc Soto, c'est de l'art cinétique, c'est de l'art visuel. On retrouve, c'est très abstrait, mais il y a un côté, comme toujours en art optique, un côté un peu ludique, un peu déstabilisant pour l'œil. Et Soto connaît un retour de flamme, on va dire, depuis l'exposition Dynamo qui a eu lieu au Grand Palais, où effectivement on a remis au goût du jour toute cette abstraction géométrique et cet art cinétique, avec par exemple Cruz Diez, et Julio Leparc qui avait eu aussi une exposition au Palais de Tokyo, donc ça c'était il y a 2 ans maintenant. Et voilà, donc là on retrouve Soto, la galerie, Emmanuel Perrotin a récupéré la succession de Jésus Raphaël Soto. Donc maintenant il représente les ayants droit de cet artiste décédé. Et donc là on a l'immense plaisir d'avoir une exposition monographique en 2 étapes. Alors là pour le coup, on n'est pas obligé spécialement d'aller à New York pour comprendre le travail du monsieur. On va se contenter de rester à Paris. Et le commissariat de l'exposition a été confié à Mathieu Poirier, alors qui n'est pas un inconnu dans le milieu, puisque c'était déjà le commissaire de l'exposition Dynamo, justement. Et qui avait déjà aussi qui avait été commissaire d'une exposition chez Perrotin sur l'art cinétique il y a 1 an. Voilà, donc moi je trouve très belle expo, vraiment de qualité. Alors quand je dis qualité musée, c'est-à-dire que toutes les œuvres ne sont pas à vendre. Je pense qu'il n'y a pas d'œuvres à vendre. Alors peut-être pas à Paris, je pense qu'à New York, oui. Puisque le but est quand même aussi de faire découvrir ou redécouvrir au public américain tout ce pan de la création française, puisque c'est un mouvement très français, très parisien des années 60-70. Je pensais que c'était pas à vendre. Voilà. Je pense alors pour une grosse partie, je les pense pièces aussi. sont énormes en plus. Mais il faut y aller. Il faut y aller parce que chez Perrotin, c'est quand même un lieu qui est il y a beaucoup de gens qui se promènent et en disant des gens qui font visiter en disant c'est la plus grosse galerie d'art contemporain sur Paris. C'est vrai. Et c'est vrai que là il faut y aller. En termes d'espace, en effet, c'est... L'espace est génial pour ces expositions-là. Absolument. Et là, c'est la 2e fois que Perrotin organise une exposition, un peu, qu'on va dire, désintéressée. Oui. Toujours étonnant pour une galerie. Après l'exposition Shenzhen, qui avait lieu il y a 6 mois à la galerie, effectivement, qui présentait les œuvres de cet artiste, qui n'étaient pas à vendre. Où il y en avait, je crois qu'il y en avait 3 qui étaient à vendre. Cette fois-ci, pareil, pour Soto, la majorité des œuvres sont juste là pour le plaisir des yeux. Bonne chose. Voilà, donc l'exposition a lieu jusqu'au 28 février à Paris. Bon, on vous donne les dates pour New York, mais si vous passez par là, si vous avez l'occasion de passer votre mois de février à New York, l'exposition a lieu jusqu'au 21 février. Voilà, donc c'est 76 rue de Turenne à Paris. Dans le 3e, oui. Voilà. Donc je pense que
Si vous passez faire les jeudis arty jeudi prochain, vous pouvez aussi passer à la galerie Perrotin, jeter un œil. La galerie doit être ouverte jusqu'à 19h. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et voilà pour l'exposition. Qu'est-ce que vous avez repéré d'autre comme expo? Tellement d'autres choses. Non, c'est vrai que le mois de janvier est traditionnellement un mois un peu plus calme, puisque ce sont les expositions qui se terminent souvent, et on attend avec impatience. Le Kit Saint-Phal, ça s'est terminé là. Voilà, au Cousailles aussi, au Grand Palais. Toutes les expositions sont plutôt sur la fin. En attendant les prochaines expositions du printemps qui vont, là pour le coup, fleurir au mois de février et mars. Il y a une très belle exposition à voir à la Cité de l'Architecture en ce moment. Alors, c'est Schuiten et Peters. Schuiten et Peters, ce sont des BDistes, entre guillemets. Donc, c'est des gens qui sont passionnés d'architecture et qui ont fait un lien entre les projets de Le Corbusier et de Paris et une vision qu'ils auraient, eux. Donc, ça s'appelle Revoir Paris. Et il y a une BD qui est sortie de cette vision, oui, qui est vraiment très belle. Enfin, moi, j'aime bien leur dessin. Alors c'est plus qu'une exposition de BD quand même. Ah, c'est plus qu'une exposition de BD. En fait, ils ont repris des plans. Va falloir m'aider là-dessus. Vous l'avez vu ? Oui. Alors, ils ont fait des plans de Le Corbusier, je crois. Oui, absolument. Et de pas mal d'architectes. Oui. Ils ont repris. Enfin, ils sont partis du fond documentaire de la Cité de l'Architecture. Pour vraiment construire une exposition, ils ont fait aussi œuvre de scénographe. Ils ont été quand même plus loin que juste présenter leur planche de BD et effectivement de remettre en contexte un Paris un peu... je sais pas si c'est pas fantasmé, puisque c'est un Paris un peu... Ah, c'est un Paris futur. Paris futuriste, voilà. Futuriste, mais qui est complètement accessible et complètement réalisable, en fait. Mais non réalisé, voilà. C'est ça. Dans le côté fantasmé, c'est-à-dire que on plonge dans un Paris qui pourrait ressembler à ça. Voilà. Maintenant, si certains choix architecturaux avaient été faits. Exactement. Et il y a un moment, il y a des vitrines, on peut se balader sur... Est-ce que vous l'avez fait, Pierre, ça ? En fait, on peut se promener, il y a des vitrines avec par exemple, Paris qui est en coupe, mais on peut survoler Paris, les monuments, etc. C'est assez génial. J'ai vu ça, je ne me suis pas trop arrêté, c'est dommage. Il faut le faire, il faut le faire. Donc, en fait, c'est une expo qui est aussi bien pour les adultes que pour les ados, parce que, en fait, les ados aiment bien la BD, les adultes aussi. Mais c'est vrai que ça permet de se plonger dans un autre univers, et c'est ça qui est intéressant, j'ai trouvé, pour ma part. Et la BD est géniale. Voilà, en plus, oui, Schuiten et Peters sont quand même deux grands BDistes et deux grands dessinateurs d'architecture, qui est toujours omniprésente dans leur BD, que ce soit, je pense à deux BD qui me reviennent, c'est L'Enfant penché ou La fièvre d'Urbicande. La fièvre d'Urbicande, vraiment, qui moi m'a vraiment marqué. Et en faisant l'exposition et en lisant Revoir Paris, l'ouvrage, m'a beaucoup fait penser effectivement à cet album qui est vraiment très détaillé sur toute la partie archi, avec des villes complètement futuristes qui sortent de leur imaginaire, qui sont très très belles. Le dessin est absolument sublime. Et on retrouve effectivement dans cette exposition ce côté un peu mégapole du futur. Qui pourrait très bien être... dans 50 ans, on pourrait retrouver la patte de Schuiten et Peters dans certaines villes, pourquoi pas dans une capitale. Ce qui pourrait être intéressant, parce que ces villes ont un côté... démentielle, mais en même temps... Mais humaine aussi. Voilà. Ouais. Je ne sais pas comment définir la chose, mais un des paradoxes, c'est effectivement de présenter des bâtiments absolument immenses et d'avoir l'impression qu'on pourrait y vivre plutôt bien. Plutôt bien, c'est vrai. Avec petite voiture volante, etc. Ça faut mettre tout. Il faut s'habituer. Donc cette expo, elle est jusqu'où ? Elle a démarré le 20 novembre, donc ça fait un petit bout de temps, et elle se termine le 9 mars. Je pense que l'entrée est payante de toute façon. La Cité Architecture, je crois que c'est 9 ou 10 euros. C'est très joli. Moi, j'ai franchement. Donc là, ça se situe à côté du Palais de Chaillot. Absolument. Voilà, dans le même bâtiment.
Et ce qui est pas mal avec la Cité de l'Architecture, c'est si vous allez effectivement faire cette exposition, profitez-en pour aller découvrir les collections permanentes. Parce que cette Cité de l'Architecture, ce musée est absolument délirant. Parce que c'est l'ancien musée des monuments français. Et donc, vous vous retrouvez à visiter ce qui a été construit depuis des siècles et des millénaires en France. Et vous avez les moulages. Voilà. Donc, vous pouvez vous déambuler dans des salles immenses qui reprennent... Voilà, le portail d'une cathédrale gothique, le portail d'une église romane. Vous avez des morceaux d'architecture de bâtiments d'hôtels particuliers, de bâtiments emblématiques. Et vous avez vraiment un survol, enfin plus qu'un survol d'ailleurs même, de tout ce qui a pu être créé en architecture depuis l'époque romane jusqu'au 19e, 20e siècle. Voilà, c'est assez impressionnant. C'est riche, quoi. C'est riche, c'est amusant comme balade. Voilà, ça permet de faire un contrepoint avec avec cette exposition. Ça permet de mettre en perspective l'exposition Revoir Paris, de voir ce qui a été créé, ce qui pourra être créé dans le futur. Non, franchement, à ne pas rater. À ne pas rater, voilà. Un bel agenda qu'on a fait. Ben, je crois, oui. On a fait un beau tour. Voilà, donc... Ça va vous permettre de vous aérer, si vous avez venir vous promener ou de découvrir. Voilà, en attendant, effectivement, les prochaines expositions du mois de février et de mars, dont on vous parlera dans la prochaine émission, qui aura lieu le 3 mars. Qui est un mardi. Qui est un mardi aussi, voilà. Et là, nous aurons le plaisir de retrouver Benoît Rimbaud, qui sera là parmi nous aussi pour la prochaine émission, avec Catherine aussi. Voilà, le trio sera au complet, absolument. Et ben voilà, une émission qui se termine. Écoutez. Donc on va vous laisser, on va vous donner les dernières recommandations. Vous pouvez évidemment podcaster l'émission, vous pouvez nous suivre sur les rediffusions. Voilà, vous pouvez vous abonner au podcast de Coupe-Fil donc sur l'iTunes Store. Vous pouvez continuer à converser avec nous sur Twitter en suivant le compte @Coupe-Fil. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag Coupe-Fil. Et vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur les box. La SFR, c'est le canal 178. Freebox, le canal 154. Bbox, le canal 127. Et Orange Box, canal 168. On a fait le tour. On a fait le tour, voilà. À très bientôt et on se retrouve donc le 3 mars en direct. Avec plaisir, avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir Catherine. Au revoir Pierre.